Bonjour à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode du CVGBC. Alors aujourd'hui vidéo spéciale donc, puisque ça j'ai décidé, c'est de faire un top de 2014 avant le top 2015. Vous allez me dire pourquoi faire ça maintenant, et pas l'avoir fait avant, parce qu'avant mon ordinateur n'était pas, j'avais pas de nouvel ordinateur, j'étais toujours coincé et donc j'ai pas pu le faire. Mais sinon voilà, je vais décider de rattraper le retard en faisant ce top. Et je ferai le top 2015 le 1er janvier 2016. Alors, c'est parti, ce sera un top assez long puisque pour toute l'année c'est un top 15. Mais avant, je vais parler des surprises que j'ai eues durant l'année. Ça va être rapide, j'ai pas envie de tous parler, mais je vais quand même en dire au moins un mot. Alors, pour les surprises de 2014, j'ai eu Equalizer avec Denzel Washington. Très bien au passage, très bourrin, très divertissant. Ce qu'on peut regretter, c'est d'être parfois un peu lent, mais sinon ça peut passer. Puis Non-Stop, bon film d'action façon Taken avec Liam Neeson. Et puis c'est Jaume Collet-Serra qui a fait le film, c'est le même qui a fait Sans Identité, qui a un bon petit film d'action aussi, et qui fera par la suite The Wild Run. Enfin non, c'est Night Run je pense, je me souviens plus du nom. Mais au moins moi voilà, Non-Stop, je trouve que c'est un film d'action assez plus ou moins original, à savoir des meurtres papers tués dans un avion. Ça a plus ou moins son charme. Et c'est à conseiller. Ensuite, A Walk Among the Tombstones, encore avec Liam Neeson. Bon film, mais quand même assez inférieur à Non-Stop. Peut-être à cause du thème, mais au moins il y avait une bonne ambiance et il n'y a que ça à faire. Ensuite, Lucie de Luc Besson. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé... Bon, pour être honnête, je le trouve bien sans plus. Le gros problème du film, c'est ses incohérences et aussi de trop privilégier l'action au détriment d'un scénario qui est beaucoup intelligent, puisque le thème en soi est intelligent. Mais tant pis. Tant que ça divertit bien, mais voilà, c'est juste une... C'est peut-être... Il est parmi les surprises parce que c'est quand même une petite surprise, surtout venant de Luc Besson qui a enchaîné une période creuse avec Arthur et les Minimoys. Donc, par la suite, Unfriended, que j'ai parlé dans une vidéo. Très bien, très intéressant. Ce qu'on regrette, c'est justement qu'on reste souvent dans un seul plan et aussi que la fin fait trop copie de Five Nights at Freddy's, si on peut dire. Ensuite, Deliver Us from Evil de Scott Derrickson, qui va bientôt faire Doctor Strange. Deliver for Evil est un bon petit film d'horreur. C'est pas le meilleur, mais ça se regarde avec plaisir. Ensuite, Hurt to Echo, qui est un petit fan footage réalisé par le réalisateur qui va faire Ninja Turtles 2. Ça risque d'être encore plus barré ce film-là. Enfin, quant à Hurt to Echo, c'est un film assez sympathique. Mais voilà, c'est un chouïa trop ressemblant à E.T., ce qui est un peu dommage. Ensuite, Fury avec Brad Pitt, très bien réalisé. Alors pourtant c'est le même mec qui a fait Sabotage. Les effets sont cool et les scènes d'action aussi. Les acteurs très bien, la réalisation superbe. Bref, en gros, c'est un délice. Ensuite, Age of Tomorrow, génialissime. Venant de Doug Liman qui a fait Jumper, qui était vraiment pas terrible. Ici pour le coup il s'est bien démerdé et franchement on peut lui voir que ça. Ce qu'on peut reprocher, c'est peut-être une certaine répétition sur le voyage dans le temps, mais quand on sait que c'est cette idée de presse de jeux vidéo, à savoir live, die, repeat, c'est pas un grand problème. Ensuite, Captain America 2, génialissime, rien à dire, et respect pour les réalisateurs. Mais je dirais un peu plus quand j'avancerai dans le Marvel rétrospective, que je continuerai en 2016, parce que j'ai un peu envie de repos. Ensuite, Albert à l'Ouest de Seth MacFarlane, vraiment bien, je l'ai même plus apprécié que Ted. Alors, je sais que Ted, j'aime bien aussi, mais voilà, je trouve que c'est un petit peu trop, il veut trop se rapprocher de South Park, même souvent il y a un petit côté Family Guy, mais
Voilà, sinon le message est assez bon, le message est très bien et le film est bien fait. Ensuite, Dragon 2, excellent, même mieux que le premier, que j'aimais déjà. En termes d'action, de ton et même de personnage, rien à dire. Ensuite, X-Men Days of Future Past. Pour moi, c'est mon X-Men préféré. Il a réussi non seulement à surpasser X-Men 2 et X-Men le commencement, mais en plus, il terrasse haut la main X-Men 3. Parce que X-Men 3, pour moi, c'est le seul mauvais film X-Men. X-Men Origins, et Wolverine était juste moyen. Et finalement, puis The Raid 2, qui est excellentissime, rien à dire. En termes d'action, c'est mieux que le premier. Le premier était c'était certes un huis clos, mais voilà, Mais pour le deuxième, je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus loin avec le peu de budget qu'ils avaient, et c'est une bonne chose. Et ensuite, les surprises dans lesquelles très peu de gens, ou dans lesquelles je suis un peu minoritaire, il y a Noé, qui est très bien, de Darren Aronofsky, qui est très bien foutu. The Amazing Spider-Man 2, que je l'ai plus préféré à Spider-Man 3 et à The Amazing Spider-Man 1. Et ensuite, l'AVGN The Movie, vraiment excellentissime, alors que je ne suis pas fan du créateur de la chaîne, donc voilà, même si je suis pas fan de l'AVGN, il a fait un très bon boulot dans son film, même si son budget est très limité et on le ressent. C'est le seul défaut qu'on peut donner au film. Et aussi le dernier film qui est un peu minoritaire, Equestria Girls de Mon Petit Poney. Oui, je sais. Mais bon, voilà. Voilà pour les surprises. Commençons le top 15 maintenant. Top 15 parce qu'on va commencer d'abord par les déceptions, les top 5 déceptions de 2014 que j'ai eu. Pour ceux, il y en a qui vont être contents puisque j'ai pas mis Maléfique ou Godzilla dans le top. Enfin, encore Maléfique, c'était juste moyen. Quant à Godzilla, dans la forme, c'est un bon film. Dans le fond, ce n'est pas le cas. Mais je trouve qu'il ne mérite pas vraiment d'être dans le top. Mais bon, on va commencer le top. Alors, numéro 5. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oui, ça risque de rendre assez triste les gens qui ont aimé ce film, mais j'ai pas accroché à ce film, désolé. Autant les acteurs, la mise en scène, ça, ok, ça passe. Niveau humour, c'est surtout là que ça m'a beaucoup déçu, puisque Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu est vendu comme une comédie. Et sérieusement, l'humour un peu raciste comme ça peut faire rire, mais ça m'a pas plu du tout. Si c'était Trey Parker Matt Stone ou alors Seth MacFarlane qui a fait l'humour, j'aurais pu dire oui, mais non. Je n'ai pas accroché. Donc, voilà. C'est un peu dommage parce que ce film, je me suis dit, quand je suis allé voir le film, je me suis dit, ah tiens, peut-être ça peut le faire, hein. Si ça arrive à me faire rire, même si le scénario n'est pas exceptionnel, ok. Le problème, c'est que justement cet humour raciste, ça va être utilisé par la suite dans les prochains films. C'est un peu le problème qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, parce que c'est un film qui est très divisé par le public, et c'est vraiment dommage. Contrairement aussi à un certain Lou Journal Intime qui est quand même excellent en tant que film et qui donnait vraiment un excellent fond en termes de l'imagination de l'enfance. Mais là, pour qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, voilà quoi. Mais bon, il est quand même numéro 5 parce que ce n'est pas le pire, mais ce n'est pas le meilleur. Loin de là. Ensuite, numéro 4, Planes 2. Déjà que je n'ai pas aimé le premier. Le deuxième, c'était pas une grosse... Cette déception, c'était pas vraiment une grosse surprise. Alors, pour être honnête, ça reste meilleur que le premier. Parce qu'en termes de message, de durée, ça passe. Et ainsi que de l'animation, ça va très bien. Mais voilà. Le problème du film, c'est qu'il est trop classique. Là où le héros, il aurait pu avoir un minimum de développement, il est clairement lui-même pendant tout le film. Quant à ses nouveaux compagnons,
il y a un des personnages qui avait un passé intéressant, mais on le met de côté parce que les enfants ils s'en foutent d'un personnage qui est bien écrit. Mais bon, ce que je veux dire c'est que Planes 2, son problème vient du développement de personnage et aussi du fait qu'il n'y a pas de vraie tension dramatique. Déjà que le film est très court, c'est une chose, mais le film, là où au début on se disait oui, ok, ça peut aller quelque part. Je veux dire le personnage principal, il ne peut plus voler, il ne peut plus faire de course, donc il doit être dans une agence pour contre les incendies, ce qui est ok si vous voulez, mais seulement voilà, c'est juste, c'est juste trop classique. Ça suit son fil conducteur et ça s'arrête là. Donc voilà, Planes 2, mieux que le premier, mais c'est toujours aussi décevant. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il est au numéro 4. Numéro 3 donc, Hunger Games 3 partie 1. J'aime beaucoup la saga Hunger Games, même si je trouve que ce sont des gros copier-coller du livre, ce qui en soi n'est pas intéressant. Sauf que le seul truc mais le fait que j'aime quand même la saga, c'est quand même dans cette idée de Battle Royale où c'est des jeunes qui s'affrontent. Le seul petit défaut, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le premier, le deuxième un peu plus. Le problème du premier, c'est sur la caméra un peu trop tremblantante comme ça. Et il y a aussi un manque de développement de personnage aussi. Quant au deuxième, c'est plus sa lenteur qui est un obstacle. Mais sinon, voilà. Pourquoi j'ai été déçu par le 3 ? Pour une raison assez simple. L'idée de base est intéressante. Cette idée presque politique, enfin cette manipulation politique, bien avant le commencement de la révolte. C'est une idée. Et elle est présente, elle est bien utilisée. Le problème, bien entendu, c'est que Hunger Games, cette fois-ci, son nom est un petit peu anecdotique. Alors oui, on en fait toujours référence, surtout si on connaît la saga, les deux précédents volets. Mais le problème, c'est que justement, c'est extrêmement long. Et c'est ça le gros problème du film, c'est qu'à un moment donné, il est chiant. Au niveau des qualités, on peut dire les décors, les effets spéciaux et les acteurs. La mise en scène de Frank Lawrence, c'est rien de spécial, tout simplement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le film en soi aurait pu être mieux si justement il y avait un chouïa, je dis bien un chouïa, un peu plus d'action. Il y a des scènes d'action, et même il y en a, ils sont présentes. Mais seulement voilà, quand ce partie 1 ce Revolt partie 1 me fait trop penser au Réveil de la mort partie 1 qui, certes lui aussi n'avait pas beaucoup de scènes d'action, mais qui au moins, il nous tenait en haleine durant tout le film. Et là bien entendu pour Hunger Games 3, voilà quoi. Donc, Hunger Games 3, il est intéressant, mais il est très frustrant, surtout par rapport aux deux premiers. Je vais essayer de voir qu'est-ce que le Hunger Games 3 partie 2 vaut, mais franchement, j'ai un peu peur pour la suite. Donc voilà. J'espère que quand je verrai Hunger Games 3 partie 2, ça va être mieux. Mais je reste dubitatif. Numéro 3 donc. Hunger Games 3 partie 1. J'aime beaucoup la saga Hunger Games, même si je trouve que ce sont des gros copier-coller du livre, ce qui en soi n'est pas intéressant. Sauf que le seul truc mais le fait que j'aime quand même la saga, c'est quand même dans cette idée de Battle Royale où c'est des jeunes qui s'affrontent. Le seul petit défaut, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup le premier, le deuxième un peu plus. Le problème du premier, c'est sur la caméra un peu trop tremblantante comme ça. Et il y a aussi un manque de développement de personnage aussi.
Quant au deuxième, c'est plus sa lenteur qui est un obstacle. Mais sinon, voilà. Pourquoi j'ai été déçu par le 3? Ben, pour une raison assez simple. L'idée de base est intéressante. Cette idée presque politique, enfin cette manipulation politique, bien avant le commencement de la révolte. C'est une idée. Et elle est présente, elle est bien utilisée. Le problème, bien entendu, c'est que Hunger Games, ben, cette fois-ci, son nom est un petit peu anecdotique. Alors oui, on en fait toujours référence, surtout si on connaît la saga, les deux précédents volets. Mais le problème, c'est que justement, c'est extrêmement long. Et c'est ça le gros problème du film, c'est qu'à un moment donné, il est chiant. Au niveau des qualités, on peut dire les décors, les effets spéciaux et les acteurs. La mise en scène de Frank Lawrence, ben, c'est rien de spécial, tout simplement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le film en soi aurait pu être mieux si justement il y avait un chouïa, je dis bien un chouïa, un peu plus d'action. Il y a des scènes d'action, et même il y en a, ils sont présentes. Mais seulement voilà, quand ce partie 1 ce Revolt partie 1 me fait trop penser au Réveil de la Mort partie 1, qui certes lui aussi n'avait pas beaucoup de scènes d'action, mais qui au moins il nous tenait en haleine durant tout le film. Et là bien entendu pour Hunger Games 3, voilà quoi. Donc Hunger Games 3, ben, il est intéressant, mais il est très frustrant, surtout par rapport aux deux premiers. Je vais essayer de voir qu'est-ce que le Hunger Games 3 partie 2 vaut, mais franchement, j'ai un peu peur pour la suite. Donc voilà. J'espère que quand je verrai Hunger Games 3 partie 2, ça va être mieux. Mais je reste dubitatif. Ensuite, Sin City 2. Autant j'aime beaucoup le premier, un peu comme Hunger Games, même parce que l'aime beaucoup, même si je trouve que c'est un copier-coller, encore une fois, du source original, ce qui fait qu'il perd tout son intérêt, si on s'en rend compte. Le Sin City 2, je l'ai justement ici. Attendez. Voilà. C'est un petit peu dans ce format-là, qui est un peu pourri parce que... Voilà pourquoi. Mais sinon voilà, pour ce qui est de Sin City 2, déjà pour commencer, on retrouve des qualités premières dans le film. Par exemple, le côté noir et blanc qu'on a retrouvé dans le premier film, il est là. Certains passages sont plutôt... Certaines scènes d'action sont bien foutues, surtout avec le personnage de Mickey Rourke. Et également celui de Josh Brolin, un excellent acteur. Mais seulement voilà, le problème c'est que ici pour le coup, la sauce prend mal. Je veux dire, le premier film est sorti en 2005. Et il arrive 9 ans plus tard, cette suite. Et franchement... Quand une suite arrive de manière assez tardive, souvent l'intérêt du film perd petit à petit. Il suffit de voir, bien entendu, le destin de la saga Chucky avec le 5e volet. Bon, c'est vrai que le 5e volet, bien entendu. Certes, il a remboursé son budget, le 5e volet, mais ça s'arrête là. Alors que là, au Sin City 2, ben, il a même pas remboursé. Non seulement il n'a pas remboursé son budget, mais en plus, ben. Je veux dire, autant certaines mini-histoires sont sympas, quand par exemple l'histoire de Josh Brolin qui remplace Owen Wilson, ça c'est une bonne idée. Ou encore le personnage de Mickey Rourke qui aide le personnage de Jessica Biel pour venger le personnage de Bruce Willis, c'est une chose, mais voilà quoi, je veux dire, c'est juste que le panache prend moins dans ce film. Même les scènes d'action, même si on sait qu'ils sont divertissants,
ils sont moins épiques que dans le premier. Au moins dans le premier, même si c'était un pur copier-coller, au moins il donnait une énergie, il donnait une brutalité dans la scène. Ici dans ce deuxième volet, c'est trop carré en fait. Et c'est ça le problème. Je veux dire, le film, il aurait pu être génialissime s'ils avaient repris plus ou moins le même énergie. Et même certaines scènes de mort sont parfois même à la limite ridicules, surtout quand Jessica Biel et Mickey Rourke attaquent au camp le camp de Rourke, qui est le chef local de la ville. Et quand les hommes reçoivent une balle ou une flèche et qui commence à faire des saltos alors qu'il est censé tomber par terre. Voilà quoi, je veux dire. Donc voilà, Sin City 2 extrêmement décevant, surtout si on le compare au premier. Que vous l'aimiez, c'est une chose, mais personnellement, ça ne prend pas. Vraiment pas pour moi. Et finalement, le pire, la grosse déception de l'année 2014, ça a été Expendables 3. Autant les autres, je veux dire, autant qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, bon, ce n'était que mon avis. Autant Planes 2, c'était presque logique. Hunger Games 3 partie 1, il y avait encore quelques trucs par là. Sin City 2, on pouvait encore s'amuser dessus. Mais Expendables 3, là, quand on sait que c'est Sylvester Stallone qui a écrit le scénar et que, bon, on a pris un Patrick Hughes, qui est le mec qui a fait un petit film d'action assez sympa qui s'appelle Raid. Non, pas le Raid avec Bruce Willis, un autre Raid. Je me suis dit, bon allez, on va essayer de faire quelque chose. Avec 90 millions de dollars, c'est pas fort, hein. Déjà que le problème du film, c'est qu'il y a trop de personnages. Sérieusement, on aurait pu enlever les jeunes, ça aurait été mieux. À la limite, peut-être garder Mel Gibson, Antonio Banderas ou Harrison Ford, ou même Wesley Snipes, mais sinon les jeunes, ils servent pas à grand chose. Surtout qu'ils sont là pendant un petit temps dans le film, puis après ils se font capturer. Voilà, je veux dire, à un moment donné, et aussi, la technique, même la technique du personnage Sylvester Stallone à vouloir prendre une autre équipe pour affronter Mel Gibson, elle est juste complètement con. Je veux dire, son ami, à savoir César, qui est quand même joué par Cruise, justement, il est juste blessé. Il n'est pas il n'est pas mort, quoi. Mais en plus de ça, ce n'est pas seulement le scénario qui a un problème. Les effets spéciaux, ils sont encore plus moches que dans les deux premiers. Alors que dans les deux premiers, ils étaient quand même moches, mais c'était pas à ce point non plus. Mais là, pour le coup, pour Expendables 3, on se pose des questions. Et pourtant, voilà, les scènes d'action les scènes d'action sont sympas de manière générale. Mais seulement voilà, comme le scénario n'est pas si génialissime que ça, il perd de son intérêt, malheureusement. Et même le combat final est une déception. Et franchement, je suis désolé, mais pour moi, Mel Gibson, pour ceux qui ont gueulé sur le choix de Tom Hardy pour Mad Max, j'ai envie de vous dire, Mel Gibson, pour Mad Max, Mel Gibson, c'est terminé. Même au début des années 2000, il a dit lui-même, il ne voulait plus revenir. Pour lui, c'est révolu, Mad Max. Et même dans Expendables 3, les scènes d'action dont il apparaît sont limitées. Les seules fois où tu les vois faire quelque chose, soit il tire avec un fusil, ou soit il fait juste des petits coups de poing comme ça. Mais ça, tout le monde sait le faire. Alors que dans Mad Max Fury Road, il demande quand même une compétence assez énorme au niveau des chorégraphies. Mel Gibson, il est trop vieux pour ça, c'est terminé. Et c'est pour ça que George Miller a eu raison de mettre Tom Hardy dans le rôle. Et aussi que Mel Gibson, il a donné sa bénédiction à Tom Hardy.
Et donc même lui-même, il avait confiance en Tom Hardy. Donc la prochaine fois que vous parlez de Mad Max Fury Road, réfléchissez encore à 2 fois. Donc voilà, Expendables 3, ben, ultra décevant. C'est vraiment triste. Surtout venant d'une série que j'aime bien, parce que le premier Expendables était super, le deuxième était gigantesque, et là le troisième, ben... Pour vous divertir, c'est bien, mais sinon pour le restant, passez votre chemin, quoi. Mais malheureusement, on va encore tomber dans la merde, puisque cette fois-ci, je vais parler du flop de 2014. Alors, numéro 5, Sabotage, avec Arnold Schwarzenegger et bizarrement également le réalisateur de Fury. On peut se poser beaucoup de questions comment il est passé de Sabotage à Fury. Mais bon, Sabotage, franchement, là où on se pouvait se dire ouais, ça va être un truc plus ou moins fort d'art, le film est vraiment, mais vraiment pas terrible. La mise en scène n'est pas géniale, le scénario il est débile. Sachant quand même que c'est celui qui a fait le scénario de Die Hard 5. Je hais profondément ce film. Et franchement, Arnold Schwarzenegger, je pense qu'il devrait arrêter les films d'action maintenant. Je veux dire, ok, on l'a vu dans Évasion, on l'a vu également dans Expendables 3, mais là, même là, ben, il fait pas grand chose. Même dans Expendables 2, dans la grosse scène d'action où il apparaît, il ne fait pas grand chose non plus. Donc pour lui, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il fasse des petits films, genre des drames ou ce genre de choses. Mais sinon voilà, les films d'action, c'est terminé pour lui. Donc voilà, Sabotage, je n'ai pas envie de rester trop longtemps sur le film. Les acteurs sont, voilà, pas terribles. La réalisation, pas terrible. Le scénario est pas terrible. Bref, Sabotage, ben... Voilà, c'est à passer. Ah, et c'est oubliable, en gros. Voilà, c'est juste oubliable. Mais sinon, voilà, si vous voulez vous amuser, c'est une chose. Mais sinon, ben... regardez autre chose. Ensuite, numéro 4 du flop. Tarzan de 2014. Autant j'aime beaucoup le Tarzan de Disney, Greystoke, etc. Et j'attends beaucoup la légende Tarzan de Warner Bros. Au moins même si c'est pas les mêmes exigences de Disney, que ça va être différent de Disney, au moins... Ce sont des gens qui vont au moins donner quelque chose. Pas comme le réalisateur qui a fait le film de 2014. Alors, le problème de Tarzan, déjà, bon, c'est fait en motion capture. Et déjà que Jamel Debbouze, il a soi-disant prétendu que son film était le premier film en performance capture. Ben non, Tarzan l'a fait avant lui, puisque Tarzan, en 2014, est un film allemand. Eh bien, Tarzan, le problème, ben, c'est déjà l'idée de base. Déjà, le premier plan du film, c'est une météorite qui tombe sur la Terre. Déjà de 1, qu'est-ce que ça... Et en plus, qu'il y a, soi-disant, quelque chose d'extraterrestre dans cette météorite. Déjà, qu'est-ce que ça a à voir avec Tarzan? Ça n'a carrément rien à voir, ça tombe dans la science-fiction. Là où Tarzan, c'est juste un enfant qui a été abandonné dans la jungle. Et qui, bien entendu, est élevé par des singes et qui vit dans la jungle pour devenir le roi de la jungle, en gros. Et ici, ben, on suit plus ou moins la même logique. La seule bonne idée que j'ai pu trouver, c'est peut-être que ils ont décidé de ne pas faire parler les singes pour donner un petit côté réaliste. Et c'est aussi une autre point bien, c'est par exemple... c'est que justement l'histoire reconnaît certains éléments de l'histoire de Tarzan, mais sinon c'est tout. Les acteurs, ils sont rigides, ils sont monolithiques, l'animation est dégueulasse, même pour la performance capture. T'as vraiment l'impression qu'ils y vont en ralenti. Les designs de personnages, la plupart sont cartoonesques, surtout le père de Jane, ce qui est quand même quelque chose. Et aussi, bien entendu, les scènes d'action. Alors, les scènes d'action, ça reste sympa, mais c'est vraiment pas fou, quoi. Tarzan 2014 aurait pu mieux fonctionner s'il n'y avait pas cette histoire de météorite.
autant je suis pour les changements. Même pour l'une de mes œuvres préférées comme Tarzan. Mais sinon, mais là franchement, l'idée de Météorite, c'était vraiment indispensable. Donc voilà, Tarzan, ben, c'est vraiment mauvais. Un mauvais film en performance capture. Et je pense que le mieux qu'on a à faire, c'est de l'oublier. Ensuite, troisième place, La Légende d'Hercule du réalisateur de Die Hard 2 et de Cliffhanger. Ce film, déjà la bande-annonce, je voyais qu'il y avait un problème. Le problème que j'ai avec le film, c'est le film de Randy Harlin est moche. Sérieusement, je veux dire, en termes de autant le début du film, je me disais, ok, ça commence comme ça, mais jusqu'au moment où tu vois le roi méchant joué par Scott Adkins, qui est un putain d'acteur de film d'action, qui après se bat tel un ninja en pleine mythologie grecque, c'est qu'il y a un problème. Et aussi que je vous parle pas aussi de certains éléments qui ont été zappés. On reprend certains éléments comme par exemple l'un des 12 travaux, comme par exemple le lion de Mémé qui a un design extrêmement moche et que ça se voit que c'est des effets spéciaux, que les combats là où ça aurait pu être extrêmement épique, il y a des ralentis tout le temps. Si vous vous plaignez des ralentis que vous voyez dans The Spider-Man 2, vous voyez La Légende d'Hercule, vous crevez. C'est tout. Parce que franchement, La Légende d'Hercule, ils ont surabusé des ralentis. C'est comme si René Harlin avait vu The Amazing Spider-Man 2 et 3 en même temps et qu'ils s'est dit, oh tiens, les ralentis c'est super cool dans ces films. Et si je faisais pareil, mais pendant presque tous les combats, bah non, ça marche pas, désolé. Parce que franchement, ça rend ennuyeux tes scènes d'action. Et même la scène où Hercule se prend pour Samson, c'est un passage assez cool. Mais encore une fois, c'est gâché par les ralentis. Et sans parler aussi, bien entendu, que on essaie de donner un pseudo-badass à cet acteur, je me souviens plus le nom, et qui a joué dans Twilight. Enfin, l'un des meilleurs jeux, au moins l'un des meilleurs personnages de Twilight. Au moins c'est déjà ça. Mais voilà, c'est ça le problème de La Légende d'Hercule, c'est que justement, il essaye d'être divertissant, mais il y a trop de trucs qu'on se demande pourquoi. Et franchement, c'est dégoûtant, quoi. Tellement les scènes d'action sont gâchées par ces ralentis. C'est juste très triste. Voilà pourquoi La Légende d'Hercule est numéro 3. Ensuite, numéro 2, Welcome to New York, avec Gérard Depardieu. Pourquoi Gérard Depardieu? Pourquoi tu as cette tête de chien abattu durant tout le film, en train de dire, est-ce que vous savez qui je suis? Ça fait pitié. Déjà que la mise en scène, elle est pas géniale. Le scénario, ben, c'est un semblant de TSK. Ce qui est vraiment pas grand chose. Et déjà qu'en plus, ben, on surutilise trop la vulgarité. Alors, j'ai rien contre la vulgarité dans un film, mais faut attention de ne pas trop pousser. Moi, j'ai deux trucs que j'aime pas. Que ce soit trop vulgaire ou trop optimiste. Si c'est trop optimiste, je m'ennuie. Et si c'est trop vulgaire, ça m'exaspère. C'est tout. Mais parce que franchement, le problème du film, c'est que justement c'est surtout la mise en scène qui est dégueulasse. Les acteurs, on a l'impression qu'ils ne sont pas fiers d'être dans ce film. Les scènes soi-disant choquantes, ça m'a pas choqué plus que ça, ou alors c'est gratuit. Et aussi voilà, ben l'histoire, elle suit son cours, mais en n'ayant pas grand chose à proposer.
on se fait limite chier. Donc voilà, ben, Welcome to New York, ben, c'est à chier quoi. Et pourtant voilà quoi, Gérard Depardieu, j'aime beaucoup ce mec, mais je pense que il devrait un petit peu choisir un peu mieux ses rôles maintenant. Je sais plus qu'est-ce qu'il fait en ce moment parce que le voir dans un Welcome to New York et dans Astérix et Obélix au service de Sa Majesté, ça commence à me dégoûter quoi. Et finalement le top de numéro 1 de 2014, c'est, et ça je pense que personne de vous vous n'en avez pas entendu parler, mais il existe bien, Saving Christmas. Saving Christmas était justement une espèce de petit film satirique où justement on se moquait un peu de la tradition de Noël. Le gros problème déjà du film, non seulement que la mise en scène elle est amateur, que les décors sont minimalistes, que les acteurs jouent mal, mais en plus de ça, c'est l'acteur principal qui écrit le scénar. Alors l'acteur principal, ce que j'ai lu, c'est un catholique intégriste. Ça veut dire qu'en gros c'est en gros un soi-disant un catholique mais et plus ou moins dans l'extrême, et que soi-disant selon lui le scénario il disait que c'était pour sauver le jour de Noël. Il a essayé, il s'est planté parce que le film il a reçu un 0% sur Rotten Tomatoes, voire même un peu plus élevé, mais même dans le public, même le public n'a pas apprécié. Et bien entendu, cet acteur principal, enfin le scénariste, il a mis sur Twitter, il a mis sur Twitter et sur Facebook un post disant que aux gens d'essayer d'augmenter les notes sur Saving Christmas, d'aimer ce film, etc. Ce que Arthur Benzaken a fait la même chose sur les Nouvelles dans tout Dadin, et ce qui est pour moi est la propagande la plus stupide qui existe au monde. Et là pour le coup le scénariste et l'acteur principal de Saving Christmas s'est planté, puisque ça n'a pas empêché le film de se planter royalement. Et bien sûr tout le monde s'est rué sur lui, et c'est presque à juste titre. Déjà, voilà, ce film il est juste plat en fait. C'est extrêmement plat, il est chiant, il est moche, il est mal écrit, et c'est de la propagande que je hais en plus. Parce que dans la satire, à la limite qu'il y a un petit côté propagande, mais au moins que ce soit un délire assumé, comme l'avait fait South Park, le film, avec son Blame Canada par rapport au fait que les parents des personnages principaux dans la ville de Springfield étaient... Si c'est Springfield, non, ça fait une erreur. Dans lequel les habitants de South Park, ou les habitants de South Park, désolé, ils sont outrés par un humour canadien, rempli de paix et tout ça, oui, là oui, c'est complètement con, c'est complètement stupide, mais au moins c'est assumé le truc, c'est intelligent. Dans Saving Christmas, c'est juste de l'insulte. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire sur ce que Saving Christmas, une insulte. Voilà pourquoi il est numéro 1. Mais bon, vu que demain c'est le début de l'année 2016, on va terminer dans la bonne humeur avec le top 5. Alors, numéro 5, La planète des singes, l'affrontement. Autant, déjà que j'ai beaucoup aimé La planète des singes des origines, qui m'a réconcilié avec la saga après La planète des singes 5e du nom, ainsi que La planète des singes de Tim Burton. Même si j'aime relativement, je dis bien relativement, le film de Tim Burton, mais Tim Burton, j'ai aimé la totalité des films, même si
si pour moi, il y a des films qui sont extrêmement mineurs, je peux compter bien entendu Alice au Pays des Merveilles, Dark Shadows et La Planète des Singes. Donc, mais sinon voilà, pour ce qui est de La Planète des Singes, l'affrontement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. La performance capture est améliorée par rapport au premier, ce qui est génial, ce qui est vraiment magnifique. On a vraiment envie de toucher les singes. Les acteurs jouent assez bien. L'histoire, franchement, donne un intérêt assez chouette à l'histoire. L'histoire, c'est un petit peu un... Là où le premier, Rise of the Planet of the Apes, ou la planète des singes, les origines, il s'inspirait du scénario de la planète des singes, de la conquête de la planète des singes. Dans la planète des singes, l'affrontement s'inspire de la bataille pour la planète des singes, mais en un peu mieux, parce qu'ici il n'y a pas juste c'est pas juste un méchant singe qui veut juste tuer les humains parce que ça lui chante. Ici dans l'affrontement, c'est justement le singe qui est joué par Toby Kebbell, celui qui a joué Doctor Doom dans Les 4 Fantastiques Just Strong, et c'est un bon film. Parce que Koba dans le film, c'est certes un singe qui veut tuer les humains, mais il a vraiment une raison. Ce n'est pas parce qu'il déteste les humains, mais c'est parce que les humains lui ont... Mais c'est parce que il les déteste d'une façon dans laquelle, parce que les humains lui ont enfermé, ils l'ont enfermé, isolé, donc c'est pour ça que lui il n'a pas eu la même vie que César, donc c'est pour ça qu'il réagit de manière un peu plus extrême en gros. Et les scènes d'action du film sont géniales, et le ton du film réalisé par Matt Reeves est génialissime, sachant que c'est quand même le mec qui a fait Laisse-moi entrer et Crawl Overfield. En gros voilà, j'ai pas grand chose à dire. La planète des singes de l'affrontement, génialissime, rien à dire. C'est peut-être pas le meilleur, mais au moins c'est pas le pire et c'est une bonne chose. Numéro 4, Birdman avec Michael Keaton, est réalisé par le réalisateur qui fera The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Birdman est vraiment une fable pessimiste mais qui garde un sens sur un acteur qui est coincé dans son rôle. Les fanboys d'un acteur connu devraient, ou même de Mel Gibson, devraient voir ce film pour mieux se rendre compte du temps de ce qui se passe pour un acteur qui est coincé dans un même rôle. Idem pour les fanboys de la saga de Sam Raimi pour Tobey Maguire, parce que Tobey Maguire déjà il jouait bien, mais il jouait bien pas parce que c'était un bon acteur, mais parce que Sam Raimi l'avait bien dirigé tout simplement, parce que quand on voit ce dans le film, il n'a pas un si grand jeu d'acteur que ça, et même dans les prochains qu'il a fait, c'était pas énorme non plus. Mais bon, pour ce qui est de Birdman, déjà l'une des plans séquences est maîtrisée. Bien sûr, dans le titre Birdman, on s'attend presque à un truc de super-héros, parce que le panneau Michael Keaton interprète Birdman, qui est un super-héros. Mais c'est sûrement ça le truc, c'est que le vrai méchant de Birdman, c'est le personnage principal lui-même en gros. C'est parce que comme il est coincé dans son rôle, il y a ces petits trucs qui fait que il est limité. Donc voilà. Pour Birdman, l'idée est super, j'ai bien beaucoup aimé, mais ce film, ça prend son temps, mais c'est une bonne chose. Le réalisateur Birdman a des très bonnes idées de mise en scène, et franchement, peu lui mériter que ça. J'espère pouvoir voir The Revenant et essayer de faire peut-être faire une critique dessus. Mais franchement, moi, je suis confiant. Très. Numéro 3, Interstellar. Ça choque quelqu'un? Interstellar, quand j'ai vu l'annoncement du projet, j'avais peur que ce soit un espèce de Gravity 2.0 en gros. Bien, quand on suit ce film, c'est pas tout à fait ça. Enfin si, il y a des petits moments, mais ce n'est pas tout à fait ça. Interstellar est plus un film qui veut essayer de
qui peut essayer de montrer le courage de l'être humain pour la survie de l'humanité. Contrairement à Gravity, dans lequel c'est vraiment plus dans la survie d'une personne. Là, pour Interstellar, Christopher Nolan a fait un boulot merveilleux, alors que c'est son premier vrai film de science-fiction. Non, le Prestige, ou même les Batman, ça ne compte pas. Pour les acteurs jouent très bien, les effets spéciaux magnifiques, et également bien entendu le scénario qui est génialissime. Franchement, je vous conseille de le voir. Et c'est tout ce qu'on peut mériter pour ce film, parce qu'avec des gens pour Télérama qui disent une critique du genre tout est ajouté dans Interstellar sans même dire pourquoi, bah c'est plutôt eux qui devraient dire, c'est plutôt tous leurs critiques qui devraient recevoir que tout est raté dedans. Donc voilà, Interstellar, c'est à voir. Et les haters, ben, you're gonna hate, but you little shit. Really. Numéro 2, les Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment l'une de mes grosses surprises de l'année 2014 parce que quand j'ai vu le projet, quand j'ai vu les premières bandes annonces, la première bande annonce, j'étais pas chaud. Certes, j'avais kiffé Captain America 2, mais voilà, j'attendais pas beaucoup les Gardiens de la Galaxie parce que je ne connaissais pas les personnages et ils me disaient rien. Mais finalement, je suis allé voir au cinéma. Et franchement, non seulement ça m'a diverti, mais en plus de ça, ça m'a pris en trip. Et c'est vraiment quelque chose. Les défauts que je pourrais donner au film, c'est peut-être certains plans qu'on voit que ça fait fond vert. Mais sinon, voilà, ça va être là. Les acteurs jouent assez bien leur rôle. Surtout Chris Pratt, qui a été vu dans un autre film en 2014. Je vous dirai dans lequel. Mais voilà, sinon sinon pour les effets spéciaux, même s'il y a des petits fonds verts comme ça, c'est très bien foutu de manière générale. Il n'y a rien à dire. Mais voilà, la mise en scène est aussi très bonne. Le méchant, même si ce n'est pas le meilleur, il est toujours mieux que le méchant dans Thor 2, ce qui est déjà ça. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie 2, très bien, et c'est à vous conseiller. Et finalement, mon numéro 1 de l'année, Lego The Movie. Everything is awesome. Ça résume assez bien le film. Il est intelligent. C'est certes pour les gamins, mais au moins ils apprennent quelque chose et ça donne une morale assez intéressante sur l'imagination. Et aussi sur comment on utilise l'univers Lego. En plus j'ai des jeux Lego en plus. Alors, je vais essayer de retrouver les jeux. Alors, j'en ai un justement. Alors, ah voilà. J'ai justement les deux Harry Potter sur PS2, mais aussi, et ça c'est une petite surprise. Et ayant acheté une nouvelle console, j'ai aussi acheté ce jeu-là également, Lego The Hobbit. Donc voilà, je connais, tout le monde connaît le Lego, et c'est ça le truc de Lego, c'est que tu peux tout imaginer. Et en plus, ce qu'a fait Phil Lord et Chris Miller, c'est vraiment l'hommage au Lego et un putain de bon film juste pour l'année 14. L'animation stop motion ou en image synthèse, je m'en fous, c'est super bien fait. Certaines idées de Lego qu'ils ont utilisées comme les explosions, les flammes, l'eau, le ciel, magnifique. Et même les moments en live qui sont pour... Merde, j'ai spoilé. Oh mon dieu. Bon, mais voilà, les passages qu'on essaie de garder secrètes, que je vous ai spoilé, elles sont très bonnes et très intelligentes. Le méchant est assez bien foutu, très enfantin, mais très cool aussi. Et bien entendu, on retrouve nos personnages préférés tels que Superman, Wonder Woman, Michelangelo pour un petit caméo, et également
Et sans oublier l'astronaute des années 60-80. Ah là là, ce mec et son vaisseau. Mais on n'oublie pas non plus Batman. Que serait un film Lego sans Batman? Déjà que il va bientôt y avoir un vrai film officiel de Legos Batman. Je suis pour. Il y en a déjà eu des films Lego Batman, mais c'était plus pour le jeu, c'est plus pour faire comment dire, c'était plus pour promouvoir les jeux. Donc voilà. Après, même si je les trouve quand même un petit peu sympathiques. Bon, enfin, voilà pour le Lego The Movie, génialissime. Comme la petite la chanson, tout est génial dans ce film. Je vous le conseille. Même pour vos enfants, je vous le conseille. Oubliez cette merde de nouvelle Aladdin et achetez-vous la grande aventure Lego, Lego The Movie. Ça, c'est un film pour les gosses. Donc voilà, c'est la fin du top 15 de 2014. Je vous dis merci d'avoir vu. Pour l'année 2015, ça a été vraiment une très bonne année, tout comme 2014. J'espère que 2016 va être une bonne année. Sinon, je vous donne rendez-vous demain pour le top 10 ou top 15 de l'année 2015. Et sur ce, je vous dis bonne année.